Nous avons le capitaine Juvin Brunet dans cette matinale. Bonjour mon capitaine, bienvenue dans la matinale de Géopolitique Profonde, Alexandre Juvin Brunet. Bonjour Nicolas, bonjour Raphaël. Merci à tous les auditeurs et travailleurs très matinaux qui nous écoutent. Alors je rappelle, est-ce besoin, mais enfin on le fait à chaque fois, donc faisons-le à nouveau. Il était capitaine saint-cyrien de gendarmerie, il préside au comité de salut du peuple et de la foncière financière libre. Ça tombe bien parce qu'on va parler des deux, justement. Et puis peut-être débuter sur les aspects les plus politiques, donc le salut du peuple. Euh, Alexandre, et avoir vos réactions parce qu'on ne les a pas encore eues sur, en tout cas en ce qui nous concerne, sur Géopolitique Profonde, de la prise de pouvoir d'un homme qui est présenté comme providentiel et d'un certain nombre de personnes autour de lui qui font beaucoup parler, qui sont puissants, puissants financièrement, puissants médiatiquement, parce c'est le cas d'Elon Musk, il a un média considérable avec plus de 200 millions d'abonnés, donc il a des moyens de s'exprimer très importants. Qu'est-ce que, vu de France, vu du combat patriotique, vu du combat qui est le nôtre, qu'est-ce que vous inspire la prise de pouvoir de Trump et son hyperactivisme d'entrée? Bien, un optimisme modéré, dans la mesure où il faut, je pense, faire preuve d'une grande, non pas d'une grande méfiance, parce qu'il y a pour l'instant simplement des signaux faibles qui nous laisseraient à penser qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore été dites par rapport à un agenda et un agenda caché, mais plutôt donc des signaux faibles et donc de la prudence par rapport donc à Trump et à son administration, parce qu'on parle maintenant d'administration Trump. Prudence, car effectivement, ce qui va dans le sens un sens plutôt positif, alors positif pour les citoyens américains, hein, rappelons-le. Ce n'est pas les premiers, on va dire, bénéficiaires des décisions de Trump seront en premier lieu, et c'est tout à fait normal politiquement, les Américains. Donc les personnes qui s'émerveillent de l'élection de Trump, je pense qu'elles devraient modérer leur enthousiasme si elles ne sont pas tout d'abord citoyens ou citoyennes américaines, dans un premier temps. Ensuite, oui, effectivement, il y a 200 décrets qui viennent d'être pris. 200, faudrait-il d'abord les passer à la loupe pour voir si Trump, alors, va-t-il s'attaquer à des choses intéressantes? Oui, manifestement, il est en train de le faire quand il parle, par exemple, d'un aspect assez révolutionnaire qui serait, par exemple, de supprimer l'impôt sur le revenu. On l'a appris encore hier ou avant-hier. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire en termes de politique intérieure, bien sûr. Là où on peut se satisfaire de l'élection de Trump, c'est que ça peut apporter une forme de déstabilisation ou de relative instabilité vis-à-vis du bloc euro-occidental, disons, versé dans une forme de wokisme et de transgenrisme et toutes ces choses-là. Mais nos auditeurs, qui sont, je pense, majoritairement français et francophones aussi, il faut les saluer. Parce qu'il y a beaucoup de francophones à travers le monde Oui. qui vous écoutent, ne doivent pas oublier eh bien, que nous sommes face à un impérialisme. Donc, que l'impérialisme se teinte de wokisme, de transgenrisme on va dire d'expansionnisme, ou que l'impérialisme maintenant devienne un peu plus isolationniste et soit un petit peu plus traditionnaliste, ça reste malgré tout un impérialisme. Les Français, je suis français, donc je vais parler pour certains Français qui me font confiance, parce que je suis aussi leur porte-voix pour certains, enfin pour beaucoup, les Français qui se satisfont de l'élection de Donald Trump ne doivent pas oublier que nous sommes face à un empire dont la capitale est Washington, et nullement la France, et nullement Paris. Donc, si nous nous émerveillons pour les États-Unis, nous ne devons pas être ces esclaves qui s'émerveillent dans l'Empire romain que leur dominus vient de gagner la dernière joute au Colisée avec ses propres gladiateurs. Nous sommes actuellement des sujets de l'Empire américain. La France n'est pas indépendante. Donc, ne devons pas nous enthousiasmer de l'élection de Donald Trump. Nous devons la prendre comme, si nous sommes patriotes, si nous sommes souverainistes, si nous voulons l'indépendance réelle de la France,
Nous devons la prendre, je pense, comme un facteur qui pourra, le cas échéant, nous aider dans une longue marche, très longue marche périlleuse vers l'accession à notre indépendance recouvrée. Notre indépendance recouvrée. Car je le dis, je le répète à tous nos concitoyens français, nous avons perdu cette indépendance malheureusement durant la campagne de France de mai-juin 1940. C'est l'indépendance se consacre par les armes, par la défaite par les armes ou par la victoire par les armes. Et quand en 1940, nous avons perdu la campagne de France, dès lors, à partir de 1945, nous n'avons été qu'autonomes. Nous n'avons plus jamais été indépendants. Et De Gaulle nous a permis simplement de retrouver une forme d'autonomie stratégique recouvrée, mais jamais une indépendance. Donc je le dis bien à nos concitoyens, la tâche va être rude et le chemin va être long. Mais commencez tout d'abord par ne pas vous émerveiller d'être des esclaves de votre dominus dans l'Empire américain. Oui. Néanmoins, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un souverainiste, même si en effet il va défendre d'abord les intérêts de son pays, c'est indéniable, il l'a dit d'entrée, et réussi. Comment expliquer qu'aux États-Unis, ils y soient arrivés? En tout cas, ça sera bien dans le sens des intérêts du peuple américain, hein, la working class dont parle Guy Lui, qui ne veut pas mourir et qui a porté Trump, leur héros, leur champion, à la tête de l'État américain. Et pourquoi est-ce que nous en sommes encore à faire ce surplace politique? Les urnes ont abouti à un résultat de blocage complet du pays. Zéro ou pratiquement zéro représentant du peuple français élu qui a à cœur rien d'autre que l'intérêt du peuple de France. Comment peut-on en être arrivé à un pareil écart? Et qu'est-ce que, éventuellement, je repose la question tarte à la crème, est-ce que certaines choses qui se sont déroulées et développées aux États-Unis pourraient nous inspirer demain? Pourquoi sommes-nous tant obnubilés par les États-Unis? Tout simplement parce qu'il s'agit de la capitale impériale. Donc Mhm, tout le monde sait que ça se joue là-bas. Et qu'ensuite, ce qui se passe au cœur de l'Empire américain, dont nous sommes les sujets, je le rappelle, va ensuite impacter l'ensemble des sujets, et devrais-je dire des colonies. Donc, si les Français ne comprennent pas que nous sommes une colonie américaine et que dans ce sens-là, beaucoup de choses qui se passent au cœur de l'Empire auront ensuite des répercussions sur le reste des colonies, ils ne comprendront rien. Ils ne comprendront rien, par exemple, eh bien, de la désindustrialisation française. Parce que partie de la désindustrialisation française est liée, par exemple, non pas à la mondialisation heureuse ou malheureuse, mais bien à des rachats agressifs des Américains qui nous ont pris, je ne vais pas dire tout, mais au moins une bonne partie de notre tissu industriel. Maintenant, pour revenir à votre question par rapport aux États-Unis et par rapport donc à ce qui s'y passe. Les États-Unis, je pense que Trump euh, commencera à être politiquement très intéressant. Il l'est déjà, bien sûr. Il est parvenu au pouvoir, il a déjoué les pronostics, il est allé à l'encontre de toute une nomenclatura wokiste et de toute une intelligentsia progressiste, enfin gaucho-progressiste, biberonnée par Soros pour atteindre le pouvoir. Il a réussi en s'appuyant sur la working class dont vous parlez. Il a réussi à le faire. Et c'est une performance. On ne peut que le saluer, que le reconnaître. Voilà, là-dessus, il a été victorieux. Maintenant, va-t-il s'attaquer à deux choses? Les deux choses qui tiennent l'Empire américain et dont mhm. parlait déjà Eisenhower, je rappelle, qui était le général en chef, le généralissime des armées alliées en 1945 et qui a été ensuite président des États-Unis, quand il disait que tout est tenu aux États-Unis par le complexe militaro-industriel, le CMI. Donc, si Trump va dans le sens du CMI, qu'il n'en touche pas un seul cheveu, qu'il en maintient les prérogatives, la puissance et qu'il en alimente l'industrie, premier point, Trump n'aura pas touché au cœur, en fait, du système. Cœur du système qui repose également sur la Fed, la Federal Reserve, qui n'est rien d'autre que privé, qui n'est pas du tout fédéral. Donc, si Trump euh,
a un agenda cette fois-ci caché contre la Fed et contre le complexe militaro-industriel et que progressivement, il s'attaque en fait à ses prérogatives privées qui justement empêchent le citoyen américain d'avoir une parfaite maîtrise de son destin parce qu'une partie de son destin est conditionnée par des intérêts privés ultra puissants qui conduisent la politique intérieure comme la politique étrangère. Si le président Trump s'attaque à cela, alors là oui, nous serons face à une authentique révolution, et non pas de palais, mais une révolution sociétale. Une révolution sociétale. C'est le point le plus important. Donc, évacuons un petit peu l'écume de 200 décrets qui veulent dire beaucoup de choses et en fait pas grand-chose. Allons à l'essentiel. Le cœur du pouvoir, c'est le complexe militaro-industriel et c'est la Fed. Alors, d'ailleurs, démarche intéressante, et j'en finirai ici. Oui. Trump a produit une crypto-monnaie qui a, et il va en faire une d'ailleurs en partenariat avec Musk, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Musk, d'ailleurs, qui m'énerve depuis plusieurs jours. Et il commence vraiment à m'énerver, cet homme-là, parce qu'il est en train de rebaptiser, toutes les mers et tous les canaux du globe. Donc la Manche doit devenir le canal George Washington. Ça ne nous empêchera pas, avec Cambronne, de leur dire merde de l'autre côté de la Manche. Ou de leur dire Mafa. Je leur ai répondu Mafa, en leur rappelant que l'Amérique a été tout d'abord a été française et monarchique, donc sous le principe du roi, et française. Hein, le tiers des États-Unis d'Amérique actuels, le tiers du pays avait été français. Hein. Donc je vais leur dire à tous ces gens-là, il reste d'ailleurs des Français qui parlent le français d'époque, les Acadiens et j'en passe, je vais leur dire Make America French again. Hein, French again, voilà. Make America French again. Voilà. Redevenez français. Pas seulement la Louisiane. Voilà, vous atteindrez une forme de grandeur, vous aussi. Bref, nous, on a 1528 ans d'histoire, eux, ils en ont péniblement 250. Revenons aux choses importantes. OK ? Maintenant, pour répondre à votre question, donc, oui, Trump pourrait commettre une surprise s'il touche donc à ses intérêts fondamentaux. Et pourquoi nous, ça patine en France ? Parce que nous sommes simplement un pays non plus de citoyens libres, émancipés, fiers d'être indépendants, mais nous sommes des sujets. Donc les gens disent oui, la monarchie, c'est pas bien, on a bien fait de faire la révolution. Ben oui, super. Donc tu as fait la révolution il y a 230 ans, tu n'es plus sujet du roi, maintenant tu es sujet de l'Empire américain. Fantastique. Tu n'es plus un sujet, tu es d'ailleurs un consommateur. Et tu seras bientôt un objet, voilà, qu'on emmènera à la benne à recyclage. Donc voilà ce qui s'est passé, et voilà de quel statut nous sommes, de quel piédestal nous, Français, sommes tombés, pour beaucoup de raisons historiques que j'explique, et que d'autres expliquent bien mieux que moi, Marion Sigaud, Alain Escada, qui a J'invite d'ailleurs à aller voir du côté de chez Civitas International, Alain Escada, il y a 4 jours, a parfaitement bien et avec détail expliqué l'entourage de l'administration Trump. Qui est tenu par quoi. Son analyse est très intéressante. Il y a des catholiques. Il y a des catholiques cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Alors oui, mais justement, c'était un évangéliste. Oui, mais il explique par exemple J.D. Vance, par exemple, oui, par qui il a été financé. Entre autres par Peter Thiel, par une partie des... Voilà, absolument. Oui, on a fait avec Laurent Ozon une émission sur ce sujet. Peter Thiel, qui est, comme Elon Musk, un grand transhumaniste, un grand promoteur du LGBT. Oui, enfin, on ne peut pas être catholique tradit et être grand promoteur du LGBT, c'est incompatible. Chacun son orientation sexuelle. Mais bon, je ne suis pas là pour en parler. Alain Escada en parle bien mieux que moi. Certes, Robert Kennedy Jr. est catholique aussi. C'est la famille Kennedy. Ce sont des Irlandais. Voilà. Il y a ça aussi. Oui, d'ailleurs, si encore une fois, on refait la boucle. Si demain Trump devait s'attaquer à la Fed, il faudrait qu'il se rappelle le sort de l'infortuné John Fitzgerald. Ah oui. Qui, parmi toutes ses actions, avait essayé de tout doucement déboulonner la statue de la Fed. C'est ça, en fait. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles il a été, je pense, assassiné. C'est parce qu'il avait voulu, en fait, justement refédéraliser
c'est pas collectiviser, on n'est pas communiste, mais il a voulu refédéraliser, rendre public de nouveau, eh bien, la Federal Reserve. Et mal lui en a pris, malheureusement. Et puis arrêter la guerre du Vietnam, et puis, et puis ne pas faire des casus belli avec, avec Cuba, autant Et de c'est choses. là, voilà, et c'est là précisément, vous revenez Ouais, aux deux exactement. mamelles de l'Empire américain, c'est-à-dire le complexe militaire industriel, les guerres. D'ailleurs, Johnson, vous avez parfaitement raison, était parti lié. Johnson, qui a pris la suite de Kennedy, était Mm. parti lié avec le complexe militaire industriel. Et donc, en plus, il voulait arrêter les guerres et en plus, il voulait toucher à la Fed. Donc, il a touché aux deux choses qu'il ne fallait pas, Surtout auxquelles il ne pas. fallait pas toucher. On est bien d'accord, Alexandre. Mais alors, néanmoins, après tout, c'est l'exotisme local américain. C'est un empire, mais c'est aussi leur exotisme. C'est leur façon de fonctionner en tant que souverainiste, hein, en tant que patriote. Nous le voyons autrement, même si la logique paraît, semble-t-il, la même. En tout cas, en partie la même. Est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, par rapport à cela, est-ce que c'est parce que nous sommes le pays de la Révolution française, parce qu'il il y a une chape de plomb plus lourde, infiniment plus lourde en France qu'elle ne peut l'être aux États-Unis et même des autres pays européens où on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune opposition véritablement sérieuse au système, alors qu'en Allemagne, l'AfD, c'est une véritable opposition. La Grande-Bretagne a fait le Brexit. Vous avez des pays, vous avez l'Autriche, vous avez tous ces pays qui aujourd'hui refusent l'ordre de l'Union européenne. Donc, est-ce que c'est parce que la chape de plomb est plus difficile que nous avons du mal à émerger en ce qui nous concerne, ou bien est-ce que c'est parce que c'est un peuple, j'ai envie de dire de façon un peu condescendante, mais je le dis quand même, est-ce que c'est parce que le peuple français, le peuple de France, est un peuple, je dirais, beaucoup plus fatigué que le peuple américain et qu'il a du mal à sortir du carcan européen et mondialiste? Vous avez raison sur ce dernier point. Le peuple français est extrêmement fatigué. Il a été extrêmement querelleur, voire rebelle, et beaucoup d'énergie a été mise en place par le système pour casser cette rébellion depuis 2018. Hein, vous savez, avec les Gilets jaunes, bien sûr, et des rébellions successives, des jacqueries successives. Il y a eu la jacquerie Gilets jaunes, il y a eu une petite jacquerie plus gentille qui était la jacquerie Antipasse. Puis il y a encore une jacquerie, cette fois-ci, l'essence de la jacquerie, c'est paysan. Donc il y a eu une jacquerie depuis un an qui est une jacquerie paysanne. Donc toutes ces jacqueries successives montrent que les Français n'ont pas envie de se laisser faire, mais à la fin, eh bien, on ne peut que, entre guillemets, j'ai pas envie de le saluer, mais reconnaître eh bien, que beaucoup d'efforts, énormément d'énergie a été mis en place par le système pour euh, tout d'abord désarmer moralement le Français avant même qu'il ait l'envie de se lever. Je l'observe autour de moi. Je peux vous garantir que c'est une catastrophe. Le nombre de Français qui n'ont même plus envie de se battre et ne savent même plus pourquoi se battre est extraordinaire en fait. Alors oui, ils vont se battre 2 heures ou 3 heures. Ils vont se battre derrière un écran. Ils vont se battre derrière un partage X, Twitter, YouTube, TikTok, où j'en passe. Mais ceux qui sont vraiment capables de se lever, faire le sacrifice de leur confort ou de ce qui reste de leur confort pour quelque chose de plus grand, je peux vous garantir, c'est qu'une poignée. C'est qu'une poignée. Parce que non pas, ce n'est pas que les Français soient faibles. Il ne faut pas oublier toute la, toute la stratégie, l'ingénierie, la mécanique de précision parfois, qui a été mise Mhm. en place de façon systématique pour broyer. La seule personne qui levait la tête, voire levait le doigt, était systématiquement prélevée, coupée, incarcérée, judiciarisée ou hospitalisée. C'est ce que je veux dire. Donc, là, il faut bien comprendre, j'espère que les Français le comprendront, j'espère que la France, pour l'État profond avec les États-Unis, bien sûr, avec d'autres pays, est un des joyaux de la couronne. Et un des joyaux de la couronne mondialiste. Voilà. Et si ce joyau tombe, eh bien c'est la couronne qui tombe. Et en tout cas, elle aura beaucoup moins d'éclat et beaucoup moins de puissance, beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de magnétisme. Voilà pourquoi il sert de façon aussi dure
la France et les Français, c'est pour asphyxier toute, toute inspiration de rébellion, de révolte, voire demain révolutionnaire. Ils veulent l'asphyxier absolument. Et donc, c'est pour cela qu'il faudra une poignée de résistants, ou plutôt en tout cas d'apnéistes professionnels dans les premiers temps qui vont répondre à cette asphyxie et malgré tout eh bien, faire l'effort nécessaire sans oxygène, en anaérobie, pour se battre, même sans oxygène, même sans argent, même sans espoir, même sans aide extérieure, même sans quoi que ce soit. Il faut des Français qui puissent se lever et se battre pour leur liberté recouvrée, tout simplement, pour leur indépendance recouvrée. C'est la seule chose à faire. Mais beaucoup de personnes préfèrent se vautrer dans un matérialisme confortable et on revient et on reste dans cette matrice presque démoniaque de la Boétie qui avait parfaitement décrit tout cela. Mmh. Voilà. Les Servitude personnes préfèrent volontaire. souvent leur sécurité physique, sécurité alimentaire à leur liberté. Voilà. Sauf que la sécurité, je vous le rappelle et je vous le martèle, chers amis, la sécurité n'est que l'allié et n'est que la condition sine qua non pour que vous soyez libre. Donc la liberté ne doit pas être taillée au principe de la sécurité. Jamais. Jamais. Et alors là, il faudra que j'organise un débat un jour entre un de nos intervenants constants dans ces matinales, qui est François Martin, et vous, mon cher Alexandre, parce que lui développe un raisonnement qui est très différent, hein. Donc, on s'enrichit de nos différences. Lui considère que, eh bien, le peuple, enfin, que la liberté, et la liberté d'expression, ce sont les bourgeois qui parlent aux bourgeois, et que ce qui est importe pour le peuple et qu'il faut restaurer, rétablir en France aujourd'hui, dit-il, c'est la sécurité, la justice et l'ordre, et que seule la sécurité, la justice et l'ordre sont demandés par le peuple, et que la liberté, c'est une denrée. On le voit d'ailleurs parfois quand on les sonde, on dit finalement un bon dictateur, même s'ils n'osent pas tous le dire, leur conviendrait Tout à parfaitement. fait. Tout à fait. Il est beaucoup plus, François Martin est sûrement beaucoup plus réaliste que moi sur ce point-là. Et je suis beaucoup plus idéaliste. J'en appelle tout le temps, non pas à la conscience révolutionnaire, mais simplement à la conscience citoyenne des Français. Veulent-ils encore être citoyens? Veulent-ils encore être libres et exprimer leur liberté, pas uniquement à travers le suffrage, mais à travers vraiment une vie citoyenne permanente qu'on pourrait encore créer, cette vie citoyenne permanente? Non, la plupart n'en ont pas envie, ou plutôt ne l'ont-ils jamais peut-être véritablement expérimenté, parce que la vie citoyenne, c'est de pas glisser un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Ce n'est pas de juste d'assister à un conseil municipal, de s'écharper devant tout le monde. C'est pas ça la vie citoyenne. C'est autre chose. Mais bon, n'en ont-ils eu jamais non plus l'expérience? Voilà. Peut-on apprécier ce que l'on n'a jamais goûté? On répondra à la question d'une simple créature de Dieu. On le remercie en tous les cas pour son don. Pourquoi parle, mais pas pourquoi vous agissez pas? Beaucoup parlent, mais pourquoi vous n'agissez pas? Bah, ça, je pense qu'on peut le reprocher peut-être à un certain nombre de nos intervenants. Ça va être plus difficile pour Alexandre Julien Brunet. On va faire la deuxième. On va très vite d'ailleurs développer ce sujet, hein. Alexandre, je donne tout de suite à la volée la réponse, et on va vous répondre, hein, bien sûr, sur le chat. Mais auparavant, peut-être une dernière question pour parler, j'en suis désolé. Est-ce que une autre raison qui fait que c'est beaucoup plus difficile en France qu'ailleurs, et même que dans les autres pays européens, c'est que cette idéologie woke, d'abord, elle nous revient en boomerang, hein, parce que nous avons été à l'initiative, parce que les Lumières, parce que 1793, on le voit avec Mélenchon aujourd'hui, digne représentant de la terreur révolutionnaire. Est-ce que idéologiquement, culturellement, la France n'est pas de plus un pays plus gangréné que les autres? Alors, plus gangréné, certainement, parce que il y a eu une œuvre schismogénétique, comme le dirait Pierre-Antoine Plaquevent, la schismogénèse. Les élites ont fait en sorte de systématiquement attaquer la cohésion de ce peuple, de le diviser toujours plus en bouts toujours plus petits,
pour justement empêcher, retarder et exorciser toute forme d'union de ce peuple. N'oubliez pas qu'avant 89, le peuple avait été majoritairement avec bon, il y avait encore des langues, des patois, et c'est très bien, ce sont les pays, c'est très bien, mais il y avait quand même une langue qui était le socle, qui était le français, et il y avait un culte qui était le catholicisme, qui représentait 99,9% des sujets du roi. Donc il y avait une très grande cohésion dans la société française avant 89. Cette cohésion a absolument explosé sur le principe libertaro-libertaire, je suis libre pour être libre, sans aucune autre forme de responsabilité, et je suis moi-même et je tourne le dos à Dieu. Voilà. Donc c'est les raisons principales pour lesquelles nous sommes tombés de l'Olympe. Nous étions au plus haut, nous étions la première puissance mondiale, nous avions tous les ressorts sociétaux pour maintenir et pérenniser cette puissance mondiale. Nous avons été infiltrés et détournés de notre destin, en fait. Donc, c'est une raison principale. Maintenant, de façon beaucoup plus contemporaine, parce que maintenant, il faut aussi regarder ce qui s'agite aujourd'hui sous les yeux de nos concitoyens. Nos concitoyens ne comprennent plus ces facteurs qui sont pourtant bien à l'œuvre et qui les empêchent de se réunir. Ils ne comprennent plus le piège du matérialisme, trop confortable, qui nous endort. Ils ne comprennent plus le piège de l'individualisme, qui nous empêche de refonder toute forme de communauté. Donc, c'est une foire à l'ego permanente. C'est une foire à l'ego permanente et c'est une recherche tout le temps de, 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 de matérialisme personnel. Voilà. On veut jouir, on veut consommer et on veut chaque matin se dire qu'est-ce que je vais pouvoir acheter aujourd'hui en me levant, que ce soit sur Amazon ou au Carrefour du coin où j'en passe. Voilà. Et pas juste pour se nourrir, mais vraiment pour exister en tant que, non plus que citoyen, mais que consommateur de cette globalisation heureuse. Que dois-je acheter aujourd'hui? Voilà. C'est un piège infâme dans lequel nous sommes. Et il est très dur d'en sortir, très très dur. Et il est d'autant plus dur qu'on nous a privés progressivement en plus de, de toutes les productions, de tous les savoir-faire, de tous les génies que nous avions sur ce sol. Et nous n'avons même plus en fait de quoi, entre guillemets, même si ça reste de la consommation et ça reste en soi un aspect très, comment dire, qui n'est pas du tout libérateur, qui est, j'oublie le terme, excusez-moi, c'est le matin, Mmh. euh, mais on n'a même plus de quoi consommer français. On n'a même plus de quoi exister, même en tant que consommateur français, ça n'existe plus. Tout nous a été enlevé, nous sommes dépossédés. Et donc, dans cette dépossession, eh bien, on se retrouve vraiment sans aucune autre forme de moyen. Il va nous rester notre sueur, nos larmes, et pour ceux qui en auront encore le cœur, de l'espoir pour être debout et se battre. La sueur, les larmes et l'espoir. Pas encore le sang, mais ça viendra peut-être si les gens sont absolument découragés et désespérés. Mais merci mon capitaine. Je rappelle que nous recevrons en dernière partie de matinale à partir de 9h15 Patrick Jardin et son livre Pas devant les caméras. Nous parlerons entre autres de Manuel Valls, mais aussi des menaces terroristes qui peuvent peser sur la France aujourd'hui. Capitaine, répondons donc à cette simple créature de Dieu qui explique que bien souvent les gens parlent beaucoup mais agissent peu. Je pense que vous n'êtes pas d'ailleurs en désaccord avec cela. Oui, je le vois et je l'observe tous les jours. Tous les jours. On a encore inauguré il y a 2 jours, 3 jours, dimanche soir, un- une petite épicerie communautaire. Nous avons lancé à travers la foncière qui le finance et surtout le CSP qui l'anime, eh bien, la première société coopérative rattachée au réseau, qui est voilà, animée et gérée par les membres du CSP eux-mêmes. Voilà. J'ai pu observer des comportements sur une vingtaine ou une trentaine d'individus que composent chacun des comités. On se rend compte que bon, c'est peut-être de l'ordre de la sociologie très, très humaine, en fait, très, très fondamentale, mais il n'y a véritablement de moteur que de l'ordre de peut-être 10, 15, 20%. Et je ne parle pas de chef, je parle vraiment de moteur, de personnes qui ont envie d'œuvrer,
et de donner de l'énergie à l'autre, dans une forme d'altérité, dans une forme de don, en comprenant en fait que c'est en donnant à l'autre d'abord qu'ensuite on peut recevoir, que c'est en sauvant l'autre d'abord qu'on se sauve soi-même. Voilà. Je le dis aux Français, je dis, vous avez oublié en fait les enseignements du Christ. Et je les avais oubliés moi-même. Je le rappelle, je ne peux pas jeter la pierre à un Français qui n'est plus catholique ou qui n'est pas chrétien. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Parce qu'encore, il y a 4 ans, il y a 3 ans, pardon, je ne l'étais pas. Je n'avais pas retrouvé les chemins de la religion. Donc, je ne peux pas leur jeter la pierre pour cela. Mais je leur dis, et avec force, nous avons oublié ces enseignements. Tu te sauveras en sauvant les autres d'abord. Mais alors justement, notre, à nouveau, merci pour le don d'une simple créature de Dieu. Mais alors, il dit merci capitaine, car on n'en peut plus, aidez-nous. Mais il faut lui Ah, répondre, aide-toi et le ciel t'aidera. oui, je m'attendais à la réponse. Mais après, je peux comprendre les gens qui me disent on n'en peut plus, aidez-nous, aidez-nous. Moi, je fais ce que je peux au quotidien. C'est-à-dire que j'essaie d'organiser des personnes qui n'en peuvent plus et qui sont justement désespérées et qui attendent que moi je fasse le travail. Et à un moment, je leur ai dit non, ce n'est pas à moi de faire tout le travail. Je vais faire une partie du travail qui m'incombe, qui est un travail de stratégie, tout d'abord, de définition de projet, ensuite, d'anticipation, et ensuite de coordination financière et logistique de ce projet. Donc c'est très dur parce qu'on part de tous les niveaux. On parle vraiment du stratégique. Ensuite, on parle de la définition, comment peut-on matérialiser le projet, le dessin stratégique dans quelque chose de réel, et ensuite l'adapter aux Français qui, pour beaucoup, n'ont plus rien envie de faire. Ils pensent qu'ils peuvent être des citoyens digitaux, ils peuvent être des soldats digitaux, mais je leur dis non, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est dans vos mains que ça se passe. Voilà. C'est vos mains qui vont bâtir ce monde. Ce n'est pas juste votre idée, votre idéation. C'est pas ça. Bien sûr que votre idée, bien sûr qu'au commencement était le verbe. Bien sûr. Bien sûr que ça commence par la pensée stratégique. Bien sûr. Mais la pensée stratégique, c'est une tour d'ivoire. Et on reste en haut de sa tour d'ivoire et on voit ensuite le monde défiler sous ses pieds. Non. C'est pensée stratégique et ensuite on se met les mains dans la merde et on y va. Et c'est dur, c'est extrêmement dur. Je peux vous garantir, Nicolas Stoker, je le garantis à tous les auditeurs, tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Mais tous les jours, j'ai 50 détracteurs. Mais tous les jours, j'ai 51. J'ai 50 détracteurs et j'ai 51 soutiens qui me Tiens. disent continuez, tout simplement. C'est un de nos acteurs et membres disparus aujourd'hui qui me le disait sur Toulon, Maurice, dont je salue la mémoire et je salue son épouse, qui avait été d'ailleurs ma colistière d'ailleurs à l'époque aux législatives à Toulon, qui disait mais en fait Alexandre est au milieu en fait de deux flux et il ne peut qu'en fait que garder sa stabilité, sa cohérence que si en fait les choses sont équilibrées. Il y a beaucoup de détracteurs, il faut un tout petit peu plus de soutien, tout simplement. C'est pareil pour vous tous, chers amis. Moi, je serai là pour vous aider. Voilà, je serai là pour répondre à vous tendre la main. Mais je ne peux pas vous aider à vous relever si vous avez non pas les deux genoux à terre, vous êtes absolument allongé, vachi, à attendre. Je ne peux rien faire pour vous. Par contre, si vous avez un genou à terre et vous avez avec ce genou à terre la velléité de vous le relever, alors oui, là, tendez-moi la main, tendez-nous la main et on peut vous relever. On peut le faire. Parce que vous avez envie de vous lever. Mais essayez, Nicolas Stoker, de relever quelqu'un qui est allongé au sol et qui pèse 85 kilos C'est et qui compliqué. n'a pas envie de se lever. C'est impossible. C'est impossible. Donc les Français, s'ils veulent qu'on les aide, il faut d'abord qu'ils se tiennent debout ou au moins un genou à terre. Et s'ils ont un genou à terre ou qu'ils sont debout, alors là, on pourra ensuite les réchauffer, les nourrir, les soigner et surtout ensuite marcher ensemble. Et non pas pour faire des tours dans la ville comme des gentils manifestants qui hurlent leur désespoir et leur dépit et envoient de l'écume sur les digues en béton du système, mais bien marcher en ligne droite vers un seul objectif, c'est-à-dire la reprise du contrôle, le pouvoir, tout simplement. Pas les déambulations de Macron, on s'en doute. Ni Maître déambulation, ni déambulateur. ni déambulateur. Alexandre, maître Divisio, que j'ai reçu la semaine dernière,
qui participe, tout comme vous, à la revue de géopolitique profonde, hein. J'ai rappelé en début de matinale ce matin votre article, Les 4 facteurs d'une révolution, signé Alexandre Juvin-Brunet. Maître Divisio expliquait qu'il était important de créer des communautés Ouais. et que c'est ainsi que l'on résistait le mieux par ces créations de communautés et pas vouloir nécessairement unir toutes les communautés, mais enfin créer des communautés d'hommes debout, justement. Oui, mais il a raison, il a raison. Alors, je ne partage pas ses opinions, globalement, ni sa démarche, mais sur ce point-là, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que la création de la communauté permet, je le dis et je le répète à chacune de mes réunions, plus vous serez dans un fait communautaire, où vous aurez mis votre ego à sa juste place, qui n'est pas un égoïste, qui n'est pas un égocentrique, qui n'est rien de tout ça, qui est une forme en fait de juste place. Quelle est ma juste place dans le grand ensemble et dans la communauté que je veux créer? Si je parle trop, que je parle trop fort, je vais gêner des gens. Si je parle de façon inappropriée, je vais en gêner encore d'autres, je vais être contre le principe de création de communauté. Et c'est ça le piège principal des médias, du numérique, de tout cela, c'est qu'on parle beaucoup trop fort et qu'on prend des places qui ne sont pas les nôtres. Mais pour revenir au principe de communauté, oui, demain, si vous voulez, tout d'abord, augmenter de façon très basique, très fondamentale, vous voulez augmenter votre taux de survie individuel, taux de survie individuel. Vous ne pourrez maximiser ce taux de survie qu'à travers une équipe, un groupe, une bande, voire une communauté. Et j'insiste sur équipe, groupe, bande, voire communauté, parce que beaucoup de personnes estiment pouvoir demain survivre parce qu'ils ont leur petite équipe autour d'eux, ou leur petit groupe, ou leur petite bande. Mais ça suffira pas, parce que les bandes, ça se débande, justement. Et donc, il faut créer des communautés qui soient vraiment réunies autour de principes très forts, des principes qui vont permettre de conserver l'énergie, le temps nécessaire pour les choses importantes. C'est pas la peine de passer du temps à réinventer l'eau chaude, à, excusez-moi du terme, à se pignoler sur quel va être le meilleur système demain politique. Le meilleur système politique s'imposera. Il s'imposera soit par la force, un jour, si la France tombe très bas, ou il s'imposera par une forme peut-être de destinée manifeste, de ce que l'on aura mérité, justement. Mais si on en parle tous les jours et qu'on ne travaille pas là-dessus et qu'on ne travaille pas en communauté, on n'arrivera à rien du tout. Donc tout d'abord, si les gens veulent survivre, qu'ils se réunissent, qu'ils ne fassent pas des équipes ou des groupes, mais bien des communautés. Et je dois le dire, je le répète ici fortement à votre antenne ce matin, au début, le CSP que je préside, Comité de salut du peuple, et je salue tous les membres de France, était sur un principe, on va dire, chrétien, enfin christique, plutôt devrais-je dire, parce qu'on faisait référence à Jésus-Christ notre Seigneur, mais qui n'était pas encore véritablement catholique, qui ne l'est toujours pas. Parce que regardez, le sigle est bleu, blanc, rouge, très bien. Mais force est de constater, et ça c'est le principe de réalité, je dois maintenant, et depuis maintenant plusieurs mois, construire le CSP sur une dorsale catholique. Donc j'ai choisi, j'ai établi un arbitrage, j'ai choisi de construire le CSP sur une dorsale, je dis bien une dorsale catholique. C'est-à-dire qu'on ne rejette personne, on ne rejette personne, mais que les personnes sachent bien que le CSP est au service de la France, au service de son peuple et au service de Jésus-Christ notre Seigneur qui est le seul roi de France. Qu'ils le sachent. Et ça évitera eh bien, les discussions tardives qui n'aboutissent à rien et qui servent le système, car nous sommes systématiquement divisés par ces discussions stériles. Nous avons pris un cap, nous avons réalisé un arbitrage, et maintenant j'ai envie de dire à chacun qui l'aime lui, le Christ, nous suive, car nous allons agir pour lui et pour lui seul, et pour la France bien sûr. Alors, expliquez-nous maintenant, Alexandre Juvin-Brunet, euh, vos actions, le concret de vos actions, que l'on puisse répondre encore une fois à ceux qui nous ont interpellés sur ce point.
Eh bien, votre c'est quotidien qui va débuter, vous me l'avez dit, je pourrais être avec vous jusqu'à 9h15 et à 9h15, je pars, je et prends la oui, route et c'est votre quotidien actuellement. et oui, tout à fait. Le J'ai voulu en fait, j'ai voulu, accompagner les Français, à prendre conscience à entrer en confiance, qu'ils soient conscients de leur démarche. Donc je ne voulais pas aller tout de suite sur un principe matérialiste en disant: «Tiens, je te mets à disposition, une monnaie libre, fais-en ce que tu veux. Je te mets à disposition une épicerie, fais-en ce que tu veux. Je te mets à disposition une école de formation, fais-en ce que tu veux». Ce que je voulais tout d'abord, c'est réunir les Français sur un principe moral. C'est: qu'es-tu capable de faire pour ton prochain? Qu'es-tu capable de faire? Et l'odyssée du premier cycle des CSP était très long, une très longue gestation, quasiment 3 ans. Et aujourd'hui, on arrive au bout des 3 ans, aujourd'hui, et certains CSP en sont sortis, certains la tête basse, parce qu'ils ont disparu, et d'autres la tête haute, parce qu'ils ont systématiquement lutté contre le désespoir et ont fait des merveilles alors qu'ils n'avaient rien entre les mains. Et je dois vous le dire aujourd'hui, j'avais fait en sorte que les CSP aient pas grand-chose entre les mains pour voir s'ils allaient faire preuve de la foi nécessaire, de la confiance nécessaire pour agir alors qu'ils n'ont rien. Certains CSP ont agi alors qu'ils n'avaient rien. Maintenant, ils vont avoir parce qu'ils ont fait preuve d'abord d'espoir et de confiance et de foi. Donc, on a commencé maintenant à leur apporter les éléments matériels pour qu'ils puissent s'organiser concrètement. Donc, une fois qu'on a testé, filtré les membres sur un principe moral pour voir s'ils sont capables de donner un peu plus d'eux-mêmes, voilà, aux autres, une fois qu'ils ont été dûment testés, ils seront en fait associés à des entreprises coopératives. Nous avons monté la première coopérative dimanche dernier et nous aurons la prochaine coopérative. Alors, la première coopérative est dans le Vaucluse, à Pernes-les-Fontaines. Voilà, donc le CSP 460 qui a monté Salut, le juste marché 460, c'est-à-dire la première épicerie coopérative tenue par les membres du CSP. La deuxième coopérative sera très probablement le CSP 153 à Libourne, qui lancera donc son Salut Juste Marché 153. Salut, c'est quoi? C'est simplement la réponse donc à la cagnotte de la résistance agricole de l'an dernier, où nous avions créé un tissu solidaire avec des premiers paysans que nous avons aidés à travers la cagnotte. Et donc, nous avons transformé cette solidarité en système d'approvisionnement et système de distribution alimentaire, tout simplement. Voilà. Nous nous appuyons sur les paysans français, majoritairement. Alors, malheureusement, il y a certains produits qui ne sont plus faits en France, même si on est un pays de cocagne, une terre promise. Il y a des choses que nous ne faisons plus parce que nous n'avons plus les mains pour le faire, parce que nous avons désarmé les paysans et ils n'ont plus envie de faire certaines choses. Donc, notre patrimoine agricole est en train également de mourir, et surtout le savoir-faire derrière ce patrimoine agricole est en train de mourir. Mais nous essayons tant bien que mal eh bien, d'insérer nos concitoyens paysans eh bien, dans cette démarche. Et nous allons, avec la mise en place de ces saluts, de ces boutiques, nous aurons, je l'espère, entre 10 et 15 boutiques d'ici décembre 2025. Nous allons essayer justement de leur faire vendre en direct à travers ces boutiques des produits français pour des Français qui veulent sauver la France. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une première démarche concrète. Et cette Bien. démarche a été financée grâce à la foncière financière libre, la FFL. Et c'est ce que je disais dimanche soir à nos concitoyens du CSP. Je leur disais, vous savez, je me suis fait taper dessus pendant un an parce que les projets n'étaient pas encore arrivés, parce qu'il fallait structurer la financière, il fallait la stabiliser, la pérenniser. Mais maintenant, cette financière, elle va vous rendre ce que vous lui avez donné. Parce que le principe de la foncière, c'est d'avoir été en fait construite à travers les prêts de Français, principalement Français. Il y a aussi des Belges que je salue, des Suisses que je salue, des Canadiens que je salue, des francophones qui ont voulu, et des expatriés, beaucoup d'expatriés français qui aiment leur pays encore et ils ne veulent pas qu'il sombre. Donc tous ces gens ont prêté de l'argent à la foncière. Mais ce n'est pas juste pour mon principe personnel, c'était pour qu'on s'organise. Donc maintenant, il faut rendre cet argent, en fait, pour que les Français disposent à travers ce système financier et maintenant logistique et maintenant alimentaire, qui dispose en fait d'un outil de gestion, d'un outil en fait, le premier outil pour survivre, c'est l'alimentation.
Donc, on va leur mettre en place un réseau proto, proto, je dis bien, alimentaire, qui leur permettra de tenir. Parce que chacun fait ses petites réserves comme un petit écureuil, chacun chez soi, et c'est très bien, et je ne peux que le Mmh. saluer, mais ça ne suffira pas. Si vous arrivez à créer un principe social, au milieu donc de la société qui vous entoure, un principe de distribution, tout d'abord pour vos membres, et ensuite pour les autres personnes autour de vous, eh bien, vous avez vraiment un principe attractif, parce que vous allez apporter une solution à beaucoup de concitoyens qui vont progressivement et malheureusement crever de faim. Et donc, la première démarche a été de poser ce jalon alimentaire. Il y aura plus tard ensuite un jalon médical ou paramédical, donc avec des médecins, des soignants et des pharmaciens avec lesquels nous allons travailler pour doter ces épiceries également d'une capacité d'adduction de produits. Alors, attention, hein, encadrer différentes choses, hein, bien sûr, mais permettant aux Français de continuer à avoir accès à certains médicaments de première nécessité. Voilà. Quand vous pouvez alimenter, l'aliment est déjà un soin, c'est déjà un médicament, et vous pouvez aussi et vous pouvez soigner, vous pouvez faire beaucoup de choses à partir de ça. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et les prochaines étapes ensuite, eh bien, nous les déploierons cette année. Donc, à travers la foncière, à travers le CSP, à travers Salut Juste Marché et à travers tout l'écosystème que nous allons déployer et que nous allons mettre au service des Français. C'est un écosystème au service des Français qui sera une messagerie cryptée, qui sera un site de troc également en ligne, qui est un système financier avec jetons permettant d'échanger entre nous dans un écosystème, ce que le droit suisse nous a reconnu comme étant légal. Donc ça, c'est un point très important également. Bien sûr. Donc beaucoup de choses. Tout un écosystème complet de services et de produits pour ne pas rester seul et ne pas rester tributaire, malheureusement, je dis bien malheureusement, d'un État qui est maintenant au contrôle, sous le contrôle de parasites et de personnes qui ont dévié le cours légitime de l'État. L'État devait être ce fleuve puissant qui devait tout organiser dans nos vies et nous protéger. Ils ont détourné le cours. Moi, je suis étatiste. Je considère que l'État, c'est important. Mais l'État a été infiltré, parasité et détourné par des agents de l'étranger. Donc nous devrons un jour ou l'autre reprendre le contrôle de l'État français, pour qu'il se remette à servir le peuple français et rien d'autre. Il faut donc se rassembler pour combattre ensemble. Et pour créer une taille critique. Ah, Sans taille alors qu'est-ce critique, que c'est pas c'est? possible. Alors vous l'évaluez à combien ou à quoi est une taille critique de cette communauté justement? Alors en fait, la taille critique existe déjà dans notre pays. Euh, Parce que si on suit le principe de création d'une large communauté, large, de Français de tous bords, j'ai envie de dire de toute confession, mais articulée, coordonnée autour d'une dorsale catholique, cette dorsale catholique existe déjà. Et elle n'a pas eu besoin de moi pour se structurer et pour exister. Donc cette dorsale existe et elle représente déjà beaucoup plus que 1% de la population française. Beaucoup plus. Et nous avons besoin uniquement que de au moins 1%, voire 5% d'une population pour commencer à représenter, je n'ai pas envie de dire une menace, parce qu'ensuite je vais être taxé de sédition ou de séparatisme, et je ne le souhaite pas. Je ne vais pas dire que je suis un ami, je ne suis qu'un adversaire, je ne suis pas un ennemi. Voilà. Mais il suffit d'atteindre une taille critique comprise entre 1% d'une population, voire 5% maximum, pas plus, pour qu'en fait le poids soit suffisant de ce noyau dur, de cette taille critique de population, pour influer sur le cours d'une nation, parce que, tenez-vous bien, 80% d'une nation, peut-être 90%, 95% devrais-je dire, ça va être n'agira pas ou laissera le plus fort malheureusement agir. Et c'est là où je rejoins un peu François Martin sur le principe, on va dire, réaliste du plus fort. Principe du plus fort qui a d'ailleurs été malheureusement bien, amplifié par le fait que nous sommes affaiblis, nous sommes appauvris, nous sommes fragilisés physiquement, nous sommes fragilisés psychologiquement, moralement. Donc le principe du plus fort est un principe encore plus dévastateur qu'aux autres époques, où avant on y résistait, où on essayait d'y résister. Là, il n'y a plus de velléité de résistance. Donc,
je, je pense que voilà, il faut réunir cette taille critique et à partir de là, une communauté puissante, organisée, pourra, pourquoi pas, servir de laboratoire et de modèle pour, eh bien, non pas influencer, ce n'est pas une force d'influence, mais bien remodeler, refaçonner, refonder une société française vertueuse. C'est ce que je souhaite. Peut-être dernière question, Alexandre Juvin-Brunet. Vous savez qu'avec la Miliduv, avec la loi sur les dérives sectaires, le système, le pouvoir nous attend au tournant sur ce type de communauté que nous créons. Je pense qu'ils l'ont anticipé et ils ne nous rateront pas, ils ne vous rateront pas le jour venu si vous commencez justement à atteindre cette masse critique. Vous ne le craignez pas, ça aussi? Oui, absolument. Absolument. Bien sûr que je le crains. Je le crains à titre personnel. J'ai déjà encouru pas mal de choses. J'avais encouru, j'avais subi 8 mois de prison en préventive. 8 mois de prison en préventive. Je n'ai jamais été condamné. Donc, je suis toujours mis en examen pour la création de la monnaie libre, dite le franc libre. J'ai été poursuivi pour ça, mis en examen et mis en prison. Voilà, donc bien sûr que je le crains, bien sûr. Mais ensuite, quand on est face au spectacle désastreux de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous avons été jadis et surtout de ce que nous pourrions être, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre à titre personnel? Je ne veux pas vivre libre dans le désespoir. Je préfère vivre en me battant et en essayant de réinsuffler quelque chose. Au moins, je l'espère, au moins la force de mon petit exemple. Je l'espère. Mais d'exemple en exemple, et d'actes courageux en actes courageux, jusqu'à la bravoure, voire jusqu'à l'héroïsme, peut-être qu'on va réussir à réinsuffler quelque chose de fort qui va permettre aux Français de se dire, maintenant j'ai décidé de me mettre debout. Et je ne lâcherai rien, je ne reculerai plus. Je suis debout et je ne reculerai plus. Si le système fait face à une digue d'hommes et de femmes debout qui ne reculent plus, le système tombe en 48 heures. 48 heures. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'ils recherchent, c'est nous faire perdre le sens de la vie? Le Le sens de la sens. vie, tout à fait, le sens de la vie, c'est très élémentaire. Cette association de mots, le sens de la vie, c'est très élémentaire. C'est-à-dire, la vie, c'est l'exorcisme de la mort, on le sait. Et le sens de la vie, c'est un sens qui est vers les vertus et qui est vers l'ascendance, vers la montée vers le ciel, et non pas vers la descente. Vous voyez, quelque chose de toujours plus spirituel. Donc, les êtres spirituels qui se réclament être très spirituels ne peuvent être que pour la vie et jamais pour la mort. Et oui, ils veulent nous enlever ce sens de la vie, qui est pourtant un sens naturel, qui se débat au fond de nous tous les jours. Dans nos plus bas instincts, on a l'instinct de vie. Et certains pourront me dire aussi l'instinct de mort, bien sûr, il existe aussi. Mais voilà, ils essayent de nous instiller cet instinct de mort plus que cet instinct de vie. Voilà. Ils essaient de lutter contre une force naturelle, voire surnaturelle, et ils ne pourront pas gagner contre cette force surnaturelle. Parce que cette force surnaturelle, qu'on appelle Dieu, est notre principe créateur. Donc, à partir de là, comment voulez-vous lutter contre votre propre principe créateur? C'est absolument idiot, en fait. Vous luttez contre la nature, vous luttez contre le talent naturel, vous luttez contre les droits naturels, vous luttez bref contre Dieu, les droits de Dieu. Alors les droits de l'homme, pourquoi pas? Mais il faut qu'ils soient subordonnés aux droits de Dieu. C'est pour ça que peut-être qu'un jour, il faudra qu'on recrée une déclaration des droits de Dieu et de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'homme, bien sûr qu'il a un sens ici sur Terre, bien sûr qu'il a une valeur, il a un, il a une, il a une beauté et il a toute son utilité ici-bas, l'homme. C'est pour ça qu'il est là. Mais il y a Dieu aussi. Donc, déclaration, pourquoi pas, mais de Dieu et de l'homme, et donc du citoyen. Et là, oui, là, on peut essayer de rebâtir quelque chose de vertueux, d'ascendant et de vital, voire vitaliste. Très bien, mon capitaine, il est 9h15. C'est l'heure d'une deuxième journée c'est le moment où une deuxième Ça journée démarre, commence c'est ça. pour vous démarre. Donc, Merci à bah, tous. écoutez, Merci de merci. m'avoir permis d'apporter la voix et de soutenir en fait beaucoup de personnes qui, dans l'ombre, sont dans les CSP, sont contributeurs à la foncière et nous ont aidés jusqu'ici. Merci pour cela.
Alors, on rappelle que le capitaine Alexandre Juvin-Brunet préside les comités de salut du peuple et la foncière financière libre. Libre. Merci Merci. beaucoup, capitaine. Merci à vous et à très bientôt sur Géopolitique Profonde. Au revoir à tous.